Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le silence dans le grand hall de marbre de la propriété Stonehaven n'était pas seulement une absence de son. C'était une présence en soi. Sophia Harper Stonehaven se tenait à l'entrée principale, vêtue d'une simple robe ivoire, rien de plus qu'un murmure de satin. Elle était trop élégante pour être décontractée, mais trop modeste pour être nuptiale. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait un bouquet de lys cala blanc, les fleurs préférées de sa mère. Elle pouvait entendre l'écho de sa propre respiration contre les hauts plafonds voûtés, et à cet instant, tout le poids de l'accord qu'elle avait signé pesait sur ses épaules comme des chaînes invisibles. Quelques heures plus tôt, elle était devenue Sophia Harper Stonehaven, de nom seulement. À 22 ans, Sophia avait grandi entourée de vignobles, son monde empli du parfum terreux des raisins, des vents doux de Charleston, et de rêves trop fragiles pour survivre à la dure réalité d'un effondrement financier. La mort soudaine de son père n'avait pas seulement laissé du chagrin, mais aussi une montagne de dettes impayées qui menaçaient d'engloutir Harper Vineyards, l'âme de l'héritage familial. James Stonehaven était entré dans sa vie non pas comme un homme, mais comme une solution. Il avait 38 ans, un PDG milliardaire réputé pour être intouchable, calculateur et dépourvu d'émotion. La presse l'appelait l'homme de glace de Wall Street. Les actionnaires louaient sa capacité à prendre des décisions impitoyables sans ciller. Les femmes l'admiraient de loin, toujours de loin. Personne ne s'approchait, et c'était exactement ce qu'ils voulaient. Leur union n'avait rien à voir avec la romance et tout à voir avec l'image. James avait besoin d'une épouse, non pas pour l'amour, ni pour la compagnie, mais pour apaiser les rumeurs, calmer les membres du conseil d'administration et maintenir l'illusion de stabilité que Wall Street désirait ardemment. Sophia avait besoin de sauver sa maison, sa mère, et le dernier fragment de la mémoire de son père qui n'avait pas encore été vendu aux enchères. Le contrat était clair. 5 ans de mariage, sans amour, sans passion, sans intimité physique, sans implication émotionnelle, un arrangement parfaitement orchestré de mise en scène, de séances photos et de civilité glaciale. À la fin du terme, un divorce discret et une compensation généreuse. Personne n'était censé tomber amoureux. Sophia avait accepté, non par ambition, mais par désespoir, et être un espoir discret qu'elle pourrait endurer 5 ans d'engourdissement émotionnel en échange d'une vie paisible plus tard. Elle se souvenait du moment où elle avait signé les documents. James l'avait à peine regardé, son costume parfaitement repassé, son stylo glissant sur la ligne de signature comme s'il approuvait une fusion, et non scellait le destin de quelqu'un. Quand ce fut son tour, elle avait hésité une seconde, et il l'avait remarqué. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », avait-il dit platement, sans lever les yeux. « Mais si vous le faites, comprenez ce que cela signifie. Je ne suis pas le genre d'homme à changer les règles en cours de route. » Ces mots résonnaient dans ses oreilles alors qu'elle parcourait le long couloir vers l'aile de la propriété qui lui était réservée. Le personnel avait reçu l'ordre de la traiter avec formalité, sans chaleur. Elle dînerait seule, assisterait aux événements requis, et la plupart des nuits, dormirait dans une chambre qui ressemblait plus à une suite d'hôtel qu'à un lieu de repos. Les quartiers de James se trouvaient à l'opposé du manoir. Elle l'avait vu brièvement lors de la cérémonie, une affaire privée à laquelle n'assistaient que des avocats, un juge et un photographe. Il était impeccable dans son costume noir sur mesure, pas un cheveu de travers, pas un frémissement d'émotion lorsqu'il glissa l'anneau à son doigt. Il n'y avait eu ni baiser, ni musique, seulement le bruit des signatures et la finalité des vœux prononcés comme des clauses légales. Maintenant, debout dans sa nouvelle chambre, froide, immaculée, décorée dans des tons neutres pâles sans trace de personnalité, Sophia ressentait un étrange mélange de sécurité et de chagrin. Le contrat lui avait acheté du temps, de la protection et un avenir pour sa famille. Mais cela lui avait coûté quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose de sacré. Elle ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air du soir. L'odeur du jasmin nocturne flottait, se mêlant au faible bourdonnement des lumières de la ville au loin. Elle ferma les yeux, essayant de respirer à travers la douleur qui s'était installée dans sa poitrine comme une souffrance discrète. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé pour elle-même. Enfant, elle rêvait de lettres d'amour, de longues promenades sous les étoiles, et de l'excitation d'un premier baiser qui signifiait quelque chose. Mais ce soir, elle était une épouse de nom seulement, mariée à un homme qui avait clairement indiqué qu'il voulait sa présence, mais pas son cœur. Et pourtant, il y avait eu quelque chose, une lueur de quelque chose lorsqu'il l'avait aidée à monter dans la voiture après la cérémonie. Leurs mains s'étaient frôlées. Son contact avait été frais, précis, mais avait duré une demi-seconde de plus que nécessaire. Ses yeux, habituellement d'acier froid, avaient hésité, comme s'ils enregistraient la douceur de sa peau. Était-il possible qu'il ait ressenti quelque chose, ou était-ce simplement sa propre sottise, cherchant de la chaleur là où elle ne serait jamais donnée? Un coup à la porte la fit sursauter. Il était doux, poli, presque hésitant.
Madame Stonehaven, dit une voix, pas celle de James, mais celle de la gouvernante. Monsieur Stonehaven m'a demandé de vous rappeler que le dîner sera servi à 20 heures dans la salle à manger de Lelay, tenue formelle. Sophia hocha la tête en silence, bien que personne ne puisse la voir, et se tourna vers le miroir. Madame Stonehaven. Ce titre ne semblait pas réel. Il ressemblait à un costume, quelque chose qu'elle portait pour le spectacle, pas pour le sens. Elle toucha le pendentif en argent à son cou, le dernier cadeau de son père, et murmura, « Je l'ai fait pour nous, papa. J'espère que c'était le bon choix. » Elle s'habilla en silence, choisissant une robe bleu pâle qui mettait en valeur ses yeux, mais qui la faisait se sentir plus comme une poupée de porcelaine qu'une femme. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, élégant et impersonnel. Elle ressemblait à quelqu'un sorti d'un magazine, belle mais intouchable. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, James était déjà assis en bout de table, consultant quelque chose sur sa tablette. Il portait un costume gris foncé, impeccable et autoritaire. La pièce était faiblement éclairée par des lustres dorés projetant des ombres chaudes sur la table dressée pour deux. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha et se leva, un geste si inattendu qu'il la fit s'arrêter. « Sophia, dit-il, d'une voix basse, indéchiffrable. Vous êtes appropriée. Appropriée, pas belle, pas éblouissante, juste appropriée. » Elle hocha la tête, prenant place en face de lui. La distance entre eux semblait être de plusieurs kilomètres. L'air était rempli du tintement des couverts et du silence. Ils échangèrent peu de mots, des questions polies sur son vol, le vignoble, ses projets, aucune mention de la cérémonie, aucun commentaire sur l'anneau qui entourait désormais son doigt comme un délicat carcan. Mais vers la fin du repas, quelque chose dans l'attitude de James changea. Il la regarda, puis détourna les yeux, comme s'il était tiraillé entre ses propres règles et quelque chose d'autre qui s'agitait en lui. « J'espère que la chambre vous convient » demanda-t-il finalement. « Oui, merci » répondit Sophia, sa voix calme mais douce. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez parler à Madame Carter. Elle s'assura de votre confort. » Elle hocha à nouveau la tête, n'attendant rien de plus. Mais alors qu'elle se levait pour partir, il la surprit. « Sophia, dit-il, et pour la première fois, il y avait une trace de quelque chose d'humain dans sa voix. Demain, je ferai venir une voiture pour vous emmener en ville. S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, des vêtements, du matériel, des choses qui vous font sentir chez vous, vous pouvez les obtenir. » Elle se tourna pour lui faire face, essayant de lire le message non dit dans ses yeux. « Merci, murmura-t-elle, ne sachant quoi dire d'autre. En quittant la pièce, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, était-ce de la gentillesse sous contrôle, ou l'homme de glace commençait-il à fondre? Le couloir était faiblement éclairé, bordé de candélabres anciens qui scintillaient doucement alors que Sophia marchait vers sa chambre. Les talons de ses chaussures claquaient doucement contre les planchers de bois poli, résonnant dans le couloir comme un murmure. Elle s'était changée après le dîner, quittant la robe bleu glacé pour quelque chose de plus confortable, pas de la lingerie, mais une délicate robe de coton brodée de petites vignes le long de l'ourlet, douce, simple, pure. Elle n'avait aucune intention d'inviter autre chose que la solitude ce soir. C'était sa nuit de noces, mais il n'y aurait ni célébration, ni musique douce, ni déclaration murmurée, juste le poids d'un contrat entre eux, gravé dans le silence. Elle se tenait à nouveau près de la fenêtre, attirée par l'air libre. Dehors, le jardin était calme sous le clair de lune, les haies taillées projetant des ombres douces sur les chemins de pierre. La nuit portait le parfum des roses et de la pluie d'été tardive. Cela aurait dû être romantique, mais la pièce derrière elle restait froide. Elle ne savait pas pourquoi son cœur battait la chamade. Peut-être était-ce de l'épuisement. Peut-être était-ce la question obsédante de plus tôt. Le geste de James au dîner, lui offrant la liberté de se sentir chez elle, était-il une lueur de gentillesse, ou quelque chose d'autre entièrement? Sophia secoua la tête et tenta de laisser tomber les pensées qui tournaient en boucle. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, les laissant tomber librement sur ses épaules. Cela faisait du bien de se débarrasser de la formalité, d'être simplement. Puis vint le coup à la porte. Pas la gouvernante cette fois, un coup différent. Plus lent, plus grave, hésitant. Elle se tourna. La porte s'ouvrit d'un pouce, puis de deux. James entra sans attendre de réponse. Vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche impeccable, déboutonnée au col. Pas de cravate, pas de veste. Ses manches étaient retroussées. L'homme qui portait habituellement le tranchant du commandement semblait presque humain, presque perdu. « J'aurais dû appeler d'abord » dit-il doucement. Elle ne parla pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'air entrevibrait de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait. Tension, curiosité, quelque chose d'innommé. Il avança davantage, fermant la porte derrière lui. Ses yeux parcoururent la pièce, puis se posèrent sur elle. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais » dit-il. Le cœur de Sophia battait fort. « Est-ce une bonne chose »
demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard tomba sur ses mains, serrées devant elle, incertaine, puis remonta. J'ai dit ce que je pensais au dîner. S'il y a quoi que ce soit que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Je veux que vous vous sentiez en sécurité ici. Ses yeux se plissèrent légèrement. En sécurité, mais pas désiré. La mâchoire de James se crispa. Ce n'est pas ce que elle fit un pas en avant. Vous avez établi les règles, James. Pas d'intimité, pas d'émotion. J'ai signé le contrat. Je comprends ma place. Je sais que vous comprenez, murmura-t-il. Mais je commence à me demander si moi, je comprends. Le silence qui suivit était épais, du genre qui presse contre la peau. Il se déplaça lentement, réduisant l'espace entre eux sans le franchir complètement. Vous ne devriez pas être seul le soir de votre mariage, dit-il doucement. Elle soutint son regard, stable malgré le tremblement qui montait dans sa poitrine. Nous étions d'accord. Je sais. Alors pourquoi êtes-vous ici? Il déglutit. Quelque chose vacilla dans son expression. Pas du désir, pas exactement. De la faim, oui, mais plus profonde. Une sorte de douleur. Une sorte de désir qu'il n'avait pas prévu de ressentir. Je vous ai vu ce soir, dit-il, la voix plus basse maintenant. Pas seulement la fille qui a signé le contrat. J'ai vu une femme qui se tient avec grâce, dignité, une force silencieuse. Elle ne répondit pas. Je n'avais jamais pensé que cela importerait, continua-t-il, la voix tendue. Mais ça compte. Elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Pas à cause des mots, mais parce qu'il les pensait. Je ne demande rien, dit-il, en se rapprochant finalement. Mais si je pars maintenant, je le regretterai. Je resterai éveillé à me demander ce qui serait arrivé si j'étais resté. Sa voix n'était qu'un murmure. Et si vous restez, il s'arrêta. Je pourrais oublier le contrat. Sa main chercha la sienne, et lorsqu'ils se touchèrent, ce n'était pas forcé. C'était révérencieux. Comme quelqu'un touche quelque chose de sacré. Sophia sentit la chaleur de sa peau, et son souffle trembla. Ce n'était pas une question de désir. Pas vraiment. C'était l'insupportable proximité d'être vu. Quand il se pencha, ce ne fut pas soudain. Ses yeux posèrent une question silencieuse, et elle donna une réponse silencieuse en ne s'éloignant pas. Leurs lèvres se rencontrèrent comme un soupir, douce, exploratrice, incertaine, mais réelle. Le baiser s'approfondit, pas affamé, mais désespéré dans sa tendresse. Ses mains encadrèrent son visage comme s'il devait mémoriser chaque détail. Elle laissa ses doigts glisser le long de sa mâchoire, la barbe naissante rugueuse contre sa paume. Il n'y avait ni hâte, ni force, juste le déploiement silencieux de quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Il s'écarta un instant, son front reposant contre le sien. Sa respiration était irrégulière. « Dites-moi de partir, murmura-t-il. Elle ferma les yeux. « Je ne veux pas que vous partiez. » Il laissa échapper un son doux, mi-soulagement, mi-confession, et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois. Il la conduisit doucement vers le lit, chaque toucher délibéré, chaque geste demandant, pas prenant. Et lorsqu'ils s'allongèrent ensemble, il ne s'agissait pas de briser les règles. Il s'agissait de briser les masques. Les vêtements tombèrent lentement, jetés avec soin, pas à la hâte. Ses mains étaient chaudes, sa bouche révérencieuse. Elle ne se sentait pas comme un contrat. Elle se sentait comme une femme. Une femme qui venait de pénétrer dans un moment dont elle n'avait même pas osé rêver. Il n'était pas le PDG froid. Pas ce soir. Et elle n'était pas la jeune fille désespérée essayant de sauver le vignoble de son père. Ils étaient juste deux âmes qui avaient été seules trop longtemps. Après, le silence revint, mais c'était un silence différent, plus doux, plein, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Il ne parla pas, elle non plus. Elle se tourna légèrement dans le lit, s'attendant à ce qu'il se détourne, qu'il remonte le mur, mais il ne le fit pas. Il resta proche, une main sur sa hanche, son visage à moitié caché dans la courbe de son épaule. Cela semblait réel, trop réel. Elle voulait demander ce que cela signifiait. Elle voulait croire que cela avait changé quelque chose. Mais alors qu'elle était là, le cœur battant encore d'un baiser qui n'était jamais censé arriver, une pensée la rongeait. Que apportera demain lorsque le contrat reviendra entre eux? La lumière du matin s'infiltrait doucement à travers les rideaux transparents, caressant doucement les draps de lin blanc de touches dorées. Sophia remua, sa peau encore chaude là où son toucher avait persisté des heures auparavant. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et pendant une seconde fugace, elle crut que tout cela n'avait été qu'un rêve, le baiser, la manière dont il l'avait tenu, le silence chargé de sens. Mais lorsqu'elle tendit la main à côté d'elle, le lit était froid, vide. Ses doigts ne saisirent que du lin et l'absence. Elle s'assit, les draps se rassemblant autour de sa taille, et regarda autour de la pièce. Aucun signe de lui, aucun bruit de pas, aucun parfum persistant, juste le bourdonnement discret de la propriété qui s'éveillait à un nouveau jour, comme si rien ne s'était passé.
comme si la nuit qu'ils avaient partagée n'avait jamais existé. Elle pressa sa main contre ses lèvres, se souvenant encore de la manière dont il l'avait embrassée, non comme un homme accomplissant un devoir, mais comme quelqu'un goûtant la vulnérabilité pour la première fois. Chaque toucher, chaque murmure avait semblé honnête, tendre, humain. Alors pourquoi avait-il disparu avant le lever du soleil? Elle se leva lentement, enroulant la robe autour d'elle alors qu'elle marchait pieds nus vers la fenêtre. Dehors, le monde était déjà en mouvement, les jardiniers s'occupant des pelouses, le personnel se déplaçant avec une efficacité silencieuse. La vie continuait, indifférente à la douleur qui s'épanouissait dans sa poitrine. Un doux coup retentit à la porte. Ce n'était pas James. C'était Madame Carter, tenant un plateau d'argent avec du thé et des fraises fraîches. « Bonjour, Madame Stonehaven, dit-elle avec son sourire poli habituel. Monsieur Stonehaven m'a demandé de vous informer qu'il est déjà parti pour le bureau. Il ne reviendra pas avant tard ce soir. » Sophia hocha lentement la tête, sa voix coincée quelque part dans sa gorge. « A-t-il dit autre chose ?» La gouvernante hésita. « Seulement que votre emploi du temps reste inchangé. Vous êtes libre d'utiliser la voiture si vous souhaitez aller en ville. » Ce fut tout. Pas de mots, pas de message, pas d'explication. La porte se referma, et avec elle, le silence devint plus fort. Sophia retourna vers le lit et s'assit lentement, serrant la robe plus fort autour d'elle. Quelque chose en elle, quelque chose de doux et d'espérant, se fissura. Elle connaissait le contrat par cœur. Elle avait accepté les termes. Elle n'avait jamais attendu l'amour. Elle ne l'avait jamais demandé. Mais il était venu à elle. Il était resté. Il l'avait touché comme si elle comptait, et maintenant il était parti. Les heures s'écoulaient lentement. Elle s'habilla, mangea peu, erra dans les couloirs, mais partout où elle allait, elle se sentait comme un fantôme dans sa propre vie. Une femme qui avait brièvement goûté à la connexion, pour se la voir arrachée sans avertissement. Lorsque le soir arriva, le ciel peint de traînées roses et grises, Sophia sentit quelque chose de plus froid commencer à s'installer dans sa poitrine. Pas encore de la colère, juste de la confusion, une douleur silencieuse qui creusait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Elle décida d'attendre dans le bureau. Peut-être rentrerait-il. Peut-être la regarderait-il comme il l'avait fait la veille. Peut-être expliquerait-il. L'horloge à pendule sonna 10 heures. Aucun signe de lui. À 10 heures, elle entendit le bruit lointain de pneus sur le gravier, une portière de voiture, des pas, puis rien. Elle se leva, marcha jusqu'au couloir, et le trouva là, desserrant sa cravate, les yeux sombres d'épuisement. « James » dit-elle doucement. Il leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, quelque chose passa sur son visage. De la surprise, peut-être, ou du regret, mais cela disparut rapidement. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veilliez, dit-il. J'avais besoin de vous parler, dit-elle. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Sophia, quoi que vous pensiez qu'il s'est passé hier soir, elle se figea. Pensez qu'il s'est passé. Il évita son regard. C'était une erreur. Les mots la frappèrent comme une gifle. Vif, soudain, froid. Elle cligna des yeux. Une erreur? J'ai enfreint l'accord. Je n'aurais pas dû venir dans votre chambre. J'ai baissé ma garde, et ça ne se reproduira plus. Elle s'approcha, la voix tremblante. Vous êtes venu à moi. Vous m'avez embrassé. Vous avez demandé à rester. Ne faites pas comme si j'avais imaginé ça. Je ne le fais pas, dit-il, le ton plat. Mais c'était tout de même une erreur de jugement. C'est tout. Une erreur, murmura-t-elle, l'incrédulité resserrant sa poitrine. Vous m'avez regardé comme si j'étais plus qu'un contrat. Ses yeux croisèrent les siens, puis se détournèrent. Je n'avais pas les idées claires. Son estomac se noua. Donc, vous m'avez juste utilisé. Son expression s'assombrit. Ne déformez pas ça, Sophia. Alors expliquez-moi, exigea-t-elle, le calme s'échappant de sa voix. Aidez-moi à comprendre comment vous passez de me tenir comme si j'étais la seule personne au monde à faire comme si rien ne s'était passé. Silence. Il ne dit rien. Et ce silence était pire que n'importe quelle excuse qu'il aurait pu donner. Elle prit une respiration lente, se forçant à ne pas pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Je n'ai rien demandé de tout ça, dit-elle, la voix basse. Vous avez fait les règles. Je les ai suivies. Vous les avez brisées. Et maintenant, je suis celle qui en paye le prix. Son visage était indéchiffrable. Son silence impénétrable. Finalement, il dit, je pense qu'il est préférable que nous gardions nos distances. Les émotions compliquent les choses. Nous avons un accord, et j'ai l'intention de l'honorer. Elle le fixa, le cœur battant d'incrédulité. Alors, ne vous approchez plus jamais de moi comme ça, dit-elle, la voix tremblante mais forte. Je ne le ferai pas, répondit-il. Elle passa devant lui, le bruit de ses pieds nus résonnant dans le couloir, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, elle ne se sentait pas fragile.
Elle sentait quelque chose de plus vif, une étincelle de feu sous la douleur. De retour dans sa chambre, elle ferma la porte derrière elle et s'appuya contre, les yeux brûlants. Elle avait fait le choix de se donner à lui, non par obligation, mais par confiance. Et il l'avait pris, puis jeté dans l'ombre comme si cela ne signifiait rien. Mais Sophia Harper Stonehaven n'était pas faite d'ombre. Elle essuya ses larmes, marcha jusqu'au miroir, et vit une femme qui la regardait, qui en avait fini d'attendre que quelqu'un d'autre valide sa valeur. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne laisserait ni cette maison ni cet homme la définir. Les jours qui suivirent furent creux. James ne lui parlait pas au-delà des civilités nécessaires. Il allait et venait comme une ombre, toujours distant, toujours sur ses gardes, comme si cette nuit l'avait brûlé d'une manière qu'il n'était pas prêt à affronter. Sophia cessa d'essayer de comprendre son silence. Elle cessa d'attendre dans le couloir, d'écouter le bruit de ses pas. Elle se replia sur elle-même, non par faiblesse, mais par instinct, comme une fleur refermant ses pétales contre la tempête. La propriété Stonehaven, avec ses halles ornées et ses pièces infinies, devint un palais d'écho, un endroit trop vaste pour qu'une âme se sente vue. Sophia se levait tôt et parcourait les couloirs en chaussons doux. Chaque pas était une petite rébellion contre le désespoir. Elle explorait des parties de la maison que personne n'utilisait plus. Des salons oubliés, une salle de musique poussiéreuse, des ailes de rangement remplies d'antiquités enveloppées dans des draps blancs. Elle se familiarisa avec le silence, apprit à respirer à travers lui-même lorsqu'il semblait pressé contre ses poumons. Un matin, juste après le passage d'une tempête de pluie, elle tomba sur une aile cachée derrière le côté et de la propriété, une partie qu'elle n'avait pas explorée. La lourde porte grinça lorsqu'elle la poussa, révélant un long couloir menant à un grand arc de vitrail. À la fin du corridor se trouvait un plafond de verre drapé de lierre, la serre Stonehaven, longtemps abandonnée, et au centre, envahi de vignes et de silence, se trouvait un jardin de pierre, de verre et d'air sauvage. L'espace était baigné de lumière dorée du matin, des particules de poussière flottant dans l'air comme de petits esprits. Les parterres de fleurs, autrefois élégants, avaient été laissés à l'état sauvage. Un banc en fer forgé, à moitié englouti par du jasmin, attendait patiemment sous une statue fissurée d'héros. Quelque chose dans la beauté oubliée de cet endroit fit mal à la poitrine de Sophia. Il n'exigeait rien d'elle. Il existait simplement, comme elle, intact, négligé, attendant d'être redécouvert. C'est alors qu'elle sut que ce serait son sanctuaire. Elle passa le reste de la journée à le nettoyer. Elle ouvrit grand les fenêtres, laissant la brise balayer l'espace. Elle arracha le lierre des murs, tailla les excroissances, frotta le verre jusqu'à ce qu'il capte à nouveau la lumière. Ses mains cloquèrent, ses ongles se fendirent, mais elle ne s'arrêta pas. Il y avait quelque chose de guérisseur dans ce travail, un rythme qui ne demandait rien d'elle sinon sa présence. Dans une pièce de rangement à côté de la serre, elle découvrit une table oubliée depuis longtemps, des outils rouillés, des carnets à croquis poussiéreux, et des tiroirs remplis de perles anciennes, de chaînes et de morceaux de métal. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle connaissait ces outils. Elle avait utilisé des outils semblables lorsqu'elle était adolescente à Charleston, assise à l'arrière de la petite boutique de M. Grayson dans le vieux quartier, où elle avait passé des heures à le regarder plier du fil et sertir des pierres dans de l'argent. Il avait été un ami de son père, et lorsque la vie au vignoble l'accablait, elle s'était échappée là, bas, apprenant non seulement la technique, mais aussi la patience, la précision, l'âme. Sophia saisit une paire de pinces, rouillées, mais encore fonctionnelles. Ses doigts se souvenaient de la manière dont la mémoire vit dans le corps avant que l'esprit ne rattrape. Elle s'assit au banc et commença. Au début, ce n'était que du jeu, réarrangeant des perles, tordant des fils en forme, laissant ses doigts bouger sans attente. Mais bientôt, les heures disparurent dans la création. Sa première pièce fut un simple pendentif, un petit cœur en argent enveloppé de vignes en cuivre, pas parfait, mais honnête. Puis vinrent des boucles d'oreilles, petites et complexes, inspirées par le jasmin qui fleurissait dehors. Elle commença à dessiner des modèles chaque matin. La nuit, elle les affinait. Ses doigts travaillaient jusqu'à ce qu'ils lui fassent mal. Mais cette douleur était bonne, comme une preuve que quelque chose naissait à nouveau. Il ne s'agissait pas de vendre. Il ne s'agissait pas d'être vu. Il s'agissait de respirer à nouveau, de ressentir à nouveau. Elle fabriqua une paire de boucles d'oreilles en forme de gouttes avec de la nacre trouvée dans une vieille boîte, les façonnant comme des gouttelettes de mémoire. Un collier qui suivait les courbes des branches dehors, un bracelet qui reflétait les couleurs des vitraux au-dessus du jardin. Chaque pièce était silencieuse, féminine, pleine d'elle. Et pourtant, le monde à l'extérieur de la serre restait inchangé. Elle dînait toujours seule. James restait un fantôme derrière des portes closes. Mais quelque chose en Sophia commençait à changer. Elle commença à porter ses créations, non comme de la mode, mais comme une armure, comme des rappels. Un matin, elle descendit pour le petit déjeuner en portant une délicate bague en or qu'elle avait fabriquée à partir de chutes fondues. Le personnel le remarqua. Quelques jours plus tard,
Elle porta une broche artisanale à un événement caritatif auquel elle devait assister. Une des invitées, une femme plus âgée au goût impeccable, la complimenta. « Qui a conçu cela » demanda-t-elle, les yeux plissés d'intérêt. « Moi » répondit doucement Sophia. La femme cligna des yeux, surprise, puis sourit. « Vous avez du talent. Cette pièce parle. » Ce fut la première fois que Sophia réalisa que son art n'était pas invisible. Elle n'était pas invisible. De retour dans son sanctuaire, elle commença à travailler avec plus d'intention. Elle rechercha les significations des pierres, se laissa créer des collections inspirées par l'émotion, le chagrin, l'espoir, le désir. Elle les nomma en privé, les rangea dans des boîtes de velours, n'imaginant jamais que quelqu'un s'en soucierait. Et pourtant, la maison commença à changer de manière discrète. Un après-midi, James rentra tôt et s'arrêta dans le couloir qui donnait sur le jardin. Il la vit là, sous l'arc drapé de lierre, concentrée, les mains bougeant avec une précision délicate. Elle ne le remarqua pas. Il ne parla pas. Il ne fit qu'observer. Elle était radieuse d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Pas polie, pas posée, mais vivante. Quelque chose dans la façon dont son front se plissait de concentration, dont ses mains bougeaient comme une musique, dont elle souriait légèrement quand quelque chose fonctionnait. Cela le troubla car elle n'avait pas besoin de lui, et il n'avait pas prévu cela. Ce soir-là, Sophia retourna dans sa chambre, inconsciente des yeux qui l'avaient observée. Elle alluma une petite bougie près de la fenêtre et s'assit avec sa dernière pièce, un collier en forme de 2 morceaux brisés se rejoignant en un seul point. Elle ne l'avait pas planifié ainsi. Cela s'était simplement produit. Elle le fixa longuement, puis murmura, « Peut-être que les choses brisées peuvent encore appartenir. » Elle ne le savait pas encore, mais cette redécouverte, cette défiance silencieuse, était le début de sa transformation. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que contrat, mais en tant qu'elle-même. Le soleil du matin filtrait à travers le plafond de vitrail, projetant des flaques d'ambre et de saphir sur le sol de la serre. Sophia était assise à son établi, les doigts tachés de poussière d'or, ses cheveux lâchement attachés avec un ruban qui avait appartenu à sa mère. Une douce brise agitait les vignes de jasmin qui encadraient les fenêtres, et leur parfum se mêlait à l'odeur subtile de la cire fondue et de l'argent poli. Elle avait terminé sa dernière collection la veille au soir, 6 pièces uniques, chacune inspirée par une saison de l'âme. Éclosion était un pendentif en forme de rose en bourgeon, ses pétales façonnés en tourmaline rose. Tempête était une paire de boucles d'oreilles aux angles aigus, sombres d'onyx et de fer. Sérénité, un bracelet de pierre de lune et de fil fin, évoquait les nuits calmes et le chagrin muet. Elle avait nommé la série Lumière de l'âme, bien que personne d'autre qu'elle ne le sût encore. Sophia ne cherchait pas de validation. Plus maintenant. Son art était devenu quelque chose de personnel, un lieu où déposer ce qu'elle ne pouvait dire à haute voix, les nuits où elle pleurait en silence, la douleur d'être à la fois épouse et étrangère dans sa propre maison, la force qu'elle avait trouvée dans la solitude. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Tout commença par une rencontre imprévue. Un après-midi, on demanda à Sophia d'assister à un déjeuner dans le jardin organisé à la propriété Stonehaven, une formalité, un rassemblement des épouses de directeurs et de mondaines, le genre d'événement auquel James évitait généralement, mais il insista pour que Sophia soit présente. Elle portait une robe en soie crème, élégante mais discrète. Autour de son cou, elle attacha Éclosion, le pendentif qu'elle avait créé dans les premiers jours de sa redécouverte. Elle n'essayait pas de faire une déclaration. Elle ne voulait simplement pas se sentir invisible. La réaction fut immédiate. Quelques minutes après son arrivée, une femme en tailleur bleu marine s'approcha d'elle avec un regard perçant et un sourire curieux. C'était Eleanor Ramsay, épouse de Charles Ramsay, l'un des plus anciens partenaires de Stonehaven Global. « Ma chère, dit Eleanor, levant légèrement son verre de champagne. Où avez-vous trouvé ce collier » Sophia cligna des yeux. « Je l'ai fait. »« Vous l'avez fait » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comme conçu et fabriqué » « Oui, » répondit Sophia, soudain incertaine si c'était la bonne réponse. Le sourire d'Eleanor s'adoucit. « C'est exquis. Il a de l'émotion, pas seulement du design. »« Où avez-vous appris » Sophia hésita. « Une petite boutique à Charleston. Quand j'étais plus jeune. J'ai repris récemment. »« Ne vous arrêtez pas, » dit Eleanor, la voix basse et assurée. « Ce que vous faites parle. » La conversation se répandit comme un feu discret. À la fin de l'événement, 3 femmes différentes avaient posé des questions sur son collier. L'une demanda si elle pouvait commander quelque chose de similaire, mais en émeraude. Une autre voulait des boucles d'oreilles pour le mariage de sa fille. Une troisième dit simplement « Il y a une histoire dans votre travail. Je veux l'entendre. » Sophia rentra dans la serre avec un étrange mélange d'incrédulité et de chaleur bourdonnant dans sa poitrine. Elle n'en parla à personne, pas encore. Mais le lendemain matin, une note manuscrite arriva, élégante, parfumée à la lavande. « Chère Madame Stonehaven,
Si jamais vous envisagez d'offrir votre travail au monde, permettez-moi d'être votre première cliente. Avec admiration, Eleanor Ramsey. Sophia resta debout, tenant la note, ses doigts tremblant légèrement. Quelque chose en elle changea, non pas parce que quelqu'un voulait acheter son art, mais parce que quelqu'un l'avait vue. Ce soir-là, elle porta ses boucles d'oreilles artisanales au dîner. James, comme toujours, était assis à l'extrémité de la longue table, lisant quelque chose sur sa tablette, mais pendant un instant, juste une lueur, ses yeux se levèrent. Ils s'arrêtèrent sur ses boucles d'oreilles, puis sur ses mains, puis brièvement sur son visage. Elle le surprit. Il détourna les yeux trop vite, mais elle l'avait vu, la question dans ses yeux. Elle ne parla pas. Le lendemain matin, elle laissa une petite boîte de velours sur la table dans le couloir près de son bureau. À l'intérieur, une paire de boutons de manchette en argent. Subtil, élégant, forgé dans le même langage de design que Tempête, la pièce née de sa frustration et de sa force. Pas de mots, pas d'explication. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle ne demandait pas de reconnaissance. Elle laissait une marque. Plus tard dans la semaine, Sophia fut invitée à une exposition privée dans une boutique à Manhattan, une faveur d'Eleanor. Elle déclina, mais accepta qu'Eleanor prenne quelques pièces, juste pour voir, juste pour ressentir ce que c'était d'être à nouveau dans le monde. La propriétaire de la boutique appela 2 jours plus tard, essoufflée. « Nous avons vendu 3 pièces en moins d'une heure. Qui est cet artiste? Nous en voulons plus. » Sophia sourit doucement, toujours assise dans son sanctuaire de jardin. Elle baissa les yeux sur son carnet à croquis, son crayon reposant sur le contour d'un design intitulé « Reprendre ». Elle murmura, « Son nom est Sophia. » Et pour la première fois, le nom ne semblait pas emprunté. Il semblait appartenir à quelqu'un qui était devenu plus que ce qu'on lui avait donné, plus qu'une épouse, plus qu'un contrat, plus que ce que James s'était autrefois permis de voir. À son insu, James avait entendu parler de la boutique. Eleanor l'avait mentionné en passant lors d'une réunion du conseil, louant le talent artistique émerge de Sophia. Il n'avait rien dit en réponse, mais lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il marcha jusqu'à la porte de la serre et s'arrêta. Il resta là, à regarder encore. Elle était pieds nus cette fois, les cheveux lâches, fredonnant doucement pour elle-même tout en ajustant un fermoir sur un bracelet. Il y avait de la lumière en elle, pas du soleil, mais de l'intérieur, une sorte de pouvoir discret. Il ne savait pas pourquoi cela lui serrait la gorge ou pourquoi il ne pouvait pas détourner les yeux. De retour dans son bureau, il ouvrit la boîte de velours qu'elle avait laissée des jours auparavant. Il plaça les boutons de manchette dans sa paume, passa son pouce le long du bord, et pour la première fois depuis des années, se permit de ressentir quelque chose qui n'avait pas de définition. Fierté, regret, désir. Il ne savait pas encore, mais il savait ceci. La femme qu'il avait épousée pour simplifier les choses devenait la seule personne qui compliquait tout. L'invitation arriva sur un carton doré, estampillé d'un sceau royal et d'une signature manuscrite à l'encre aussi sombre que le vin. Vous êtes cordialement invité au bal masqué annuel de Son Altesse, la duchesse de Wessex, en célébration de la tradition, de l'art et de l'influence. Sophia la lut 2 fois avant de la poser sur la table. Le bal masqué de la duchesse de Wessex était l'événement le plus exclusif de l'élite new-yorkaise. Un rassemblement où les fortunes étaient exhibées derrière des masques de soie, et chaque pas sur les sols de marbre signifiait 1000 jugements silencieux. Être invité était un privilège. Y assister, une déclaration. James frappa une fois avant d'entrer dans son salon, inhabituellement silencieux. Il ne croisa pas son regard au début, se contentant de faire un geste vers l'enveloppe. On attend notre présence. Sophia haussa un sourcil. Notre? Ils veulent un spectacle de stabilité. La duchesse est de l'argent ancien, et le conseil a un faible pour la tradition. Elle a des yeux partout. Sophia l'étudia un moment. Son visage était indéchiffrable. L'exécutif parfait, contrôlé, froid, mais quelque chose dans sa voix vacillait. « Et vous avez besoin que votre femme soit ornementale, dit-elle. Pas amère, juste factuelle. J'ai besoin que ma femme soit à mes côtés, répondit-il, rencontrant enfin son regard. Mais vous n'êtes plus ornementale, Sophia. Plus maintenant. Cette admission, petite et vive, se logea quelque part sous ses côtes. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Une robe a été commandée, un créateur français. Elle devrait arriver d'ici vendredi. Elle attendit qu'il soit parti avant de retourner à la serre, son lieu sûr. Son cœur battait encore dans ses oreilles. Sa robe avait été commandée, mais ce ne serait pas celle qu'elle porterait. Ce soir-là, elle ouvrit le coffre où elle gardait ses créations les plus personnelles, celles qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre. Des pièces faites avec des émotions si brutes qu'elles semblaient être des pages arrachées de son propre journal. De celle-ci, elle commença à dessiner une vision, pas pour le monde, mais pour elle-même. Elle ne pénétrerait pas dans cette salle de bal comme une ombre de la réputation de James Stonehaven. Elle y entrerait en tant que Sophia. Elle travailla 3 jours d'affilée,
esquissant, façonnant, ajustant. La robe qu'elle choisit finalement était sobre, vert émeraude avec une silhouette épurée, mais c'étaient les bijoux qui racontaient l'histoire. Un collier de perles dorées en forme de vigne de lierre s'enroulant protectivement autour de son cou. Des boucles d'oreilles en labradorite, des pierres connues pour l'intuition et la transformation. Un bracelet à manches gravé de marques invisibles dans le langage des vignes et du chagrin. Son masque, fabriqué de ses propres mains, en filigrane d'or avec des touches de vert forêt et de cristaux doux, féminins, mystérieux, féroces. Lorsque la voiture arriva, Sophia y monta sans fanfare. James attendait à l'intérieur, impeccablement vêtu d'un costume noir sur mesure avec un demi-masque argenté. Il ne parla pas pendant un long moment. Il se contenta de la fixer. « Vous n'avez pas porté la robe, dit-il enfin. « J'ai porté moi-même, répondit-elle. Il ne répondit pas, mais il ne pouvait pas détourner les yeux. La salle de bal du Grand Astoria Hotel était une cathédrale d'excès. Colonnes de marbre, lustres dorés, murs drapés de velours. Les invités se déplaçaient comme des danseurs dans une opéra silencieux. Les visages cachés derrière des plumes, de la soie et du mystère. Sophia marcha aux côtés de James alors que les flashs des appareils photo crépitaient. Chaque mouvement qu'elle faisait était délibéré, gracieux sans excuse. Les têtes se tournaient, les conversations s'arrêtaient. Même derrière les masques, elle sentait leur regard. « Qui est-elle » murmura quelqu'un alors qu'il passait. James posa une main légèrement sur son dos. Pas possessif, pas performatif, comme s'il se stabilisait lui-même, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait non plus. Dans la salle de bal, la duchesse elle-même fit une entrée, son masque scintillant comme une lumière d'étoile. Mais même sa grâce s'arrêta lorsqu'elle remarqua le collier de Sophia. « Exquis, murmura-t-elle. Qui a conçu vos bijoux, ma chère ?» Sophia n'hésita pas. « Moi. » La duchesse cligna des yeux derrière son voile. « Vraiment ? Je conçois et fabrique chaque pièce à la main, dit Sophia, la voix calme et ferme. Cette collection s'appelle Résilience. Elle n'est pas à vendre. » Un silence tomba. Pas de malaise, de la révérence. Puis vint l'applaudissement. Subtil au début, puis se répandant. Quelques claps, puis, plus, jusqu'à devenir une douce vague de reconnaissance, comme une pluie tombant sur le marbre. James resta figé à ses côtés, regardant cela se dérouler. Son monde, minutieusement contrôlé, calculé, était fissuré par la femme qu'il avait autrefois appelée un contrat. Et il ne savait pas ce qui le stupéfiait le plus, les applaudissements, ou le fait qu'elle n'avait plus l'air d'avoir besoin de son approbation pour briller. Plus tard, ils dansèrent. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dit. Une valse commença, une de ces anciennes européennes où le toucher est un langage. Il tendit la main. Elle la prit, sa main sur sa taille, sa paume reposant contre sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur battre. Lent, mesuré, puis non. Ils se déplacèrent ensemble, parlant à peine. « Vous avez changé, dit-il doucement, les yeux la scrutant à travers le masque. « Non, murmura-t-elle. Vous ne m'avez juste jamais vu. » Il ne répondit pas. Mais le silence entre eux disait tout. Quand la danse se termina, les applaudissements revinrent. Pas pour eux, pour l'orchestre. Mais Sophia remarqua quelque chose de nouveau. La manière dont les gens la regardaient, pas comme une épouse, pas comme un nom à côté d'un milliardaire, comme une femme qui portait le pouvoir en silence, comme une artiste, comme elle-même. Et James, il l'observait avec un mélange silencieux d'admiration et de quelque chose de plus sombre. De la jalousie, peut-être, pas de son succès, mais du fait que le monde voyait maintenant ce qu'il avait ignoré. Dans la voiture de retour, le silence emplit à nouveau l'habitacle. Mais il n'était pas froid. Il était chargé, lourd, réel. Elle regardait par la fenêtre. Il regardait son reflet, et pour la première fois, il se posa une question qu'il n'avait jamais pensé poser. L'avait-il déjà perdu avant de l'avoir véritablement eu? Le lendemain matin du bal masqué, l'élite de la ville bourdonnait encore. Les colonnes de potins débordaient de spéculations. Qui était la femme en émeraude? Quel masque cachait les secrets du pouvoir et de l'élégance? Des photos divulguées sur les réseaux sociaux montraient des aperçus du masque en filigrane doré de Sophia, sa présence rayonnante à côté de l'imperturbable James Stonavon. Et surtout, les bijoux, ils n'étaient pas seulement admirés. Ils étaient discutés, analysés, désirés. Mais Sophia ne se leva pas en quête d'éloge. Elle se leva tranquillement, comme toujours, laissant la lumière du soleil filtrer dans la serre où ses mains avaient d'abord retrouvé la vie. Ses doigts étaient douloureux de semaines de travail, mais son cœur était étrangement léger. Pas parce que les gens avaient applaudi, pas parce que la duchesse avait demandé sa carte, mais parce qu'elle avait parlé sans dire grand-chose, et le monde avait écouté. Ce fut Eleanor Ramsey qui orchestra la suite. 2 jours plus tard, les Stonavon furent invités à une réception privée à la Galerie Wessex, un rassemblement d'artistes, de collectionneurs et de mécènes sous prétexte de célébrer les voies créatives émergentes. Sophia savait que ce n'était pas une coïncidence.
Eleanor avait murmuré aux bonnes oreilles. James en parla au petit déjeuner, levant à peine les yeux de son téléphone. Vous êtes attendu. C'est attendu. Sophia remua son thé calmement. Ils me veulent, pas nous. Il leva alors les yeux, sa mâchoire se crispant juste assez pour trahir un malaise. Vous êtes toujours ma femme. Je le sais, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas votre scène, James, c'est la mienne. Il ne dit rien de plus. Mais il alla avec elle. L'événement était plus petit que le bal masqué, mais non moins élégant. Au plafond, mur blanc baigné d'une douce lumière dorée, et des vitrines exposant des sculptures, des peintures et des bijoux sous des projecteurs. Les pièces de Sophia étaient disposées sur des plateaux de velours dans la galerie centrale. Chaque article étiqueté discrètement, artiste Sophia Harper Stonehaven, collection Lumière de l'âme. Les invités déambulaient avec des flûtes de cristal à la main, admirant non seulement l'artisanat, mais l'émotion que chaque pièce évoquait. Il y avait de la révérence dans la pièce, une compréhension tacite que ce n'était pas de simples accessoires. C'étaient des confessions coulées dans le métal et la pierre. Sophia se tenait à quelques pas en arrière, observant en silence. Elle portait une robe en soie noire, simple, épurée, et ses cheveux relevaient derrière ses oreilles pour montrer les délicates boucles d'oreilles en spirale qu'elle avait terminées la veille. La même femme qui s'était autrefois sentie petite dans la propriété Stonehaven se tenait maintenant droite sous des lumières qui réchauffaient sa peau et son âme. Ce fut Eleanor qui la tira en avant. « Vous devez parler », murmura-t-elle. « Ils demandent qui a fait cela. Je le leur ai déjà dit. Vous devez le dire à haute voix. » Un conservateur s'avança, faisant un geste vers le centre de la pièce. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, j'ai eu l'honneur de présenter de nombreux créateurs, mais ce soir, nous accueillons une femme dont le travail parle non seulement de beauté esthétique, mais de vérité émotionnelle. S'il vous plaît, Madame Stonehaven, si vous voulez bien. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Sophia hésita une seconde seulement. Puis elle s'avança, calme, posée, radieuse d'une manière qui ne criait pas, mais murmurait la vérité. Elle s'éclaircit la gorge, sa voix douce, mais ferme. « J'ai créé ces pièces, dit-elle, chacune avec mes propres mains. Pas dans un atelier à Paris, pas dans un laboratoire, mais dans un coin oublié de ma maison, où je me suis souvenu de qui j'étais. » Silence, puis lentement des applaudissements. Pas bruyants, pas forcés, respectueux, réel. James se tenait à l'arrière de la pièce, à moitié dans l'ombre, l'observant. Il l'avait entendu parler aux actionnaires auparavant, polie, scénarisée, prudente. Mais ceci, c'était une femme pleinement dans sa peau. Pas de script, pas de prétention, juste du pouvoir. Il ne pouvait nier la fierté qui fleurissait dans sa poitrine, ni la chaleur qui suivait. La fierté se transforma en quelque chose de plus serré, de la jalousie, non pas de son succès, mais du fait que cette version de Sophia, cette force de brillance silencieuse, avait grandi sans lui, sans son guidance, sans sa permission. Elle ne le regardait plus comme si elle essayait de le comprendre. Elle ne le regardait plus comme si elle avait besoin de lui. Après que les applaudissements se furent estompés, un groupe de femmes se rassembla autour de Sophia, des conservateurs, des créateurs, des propriétaires de galeries, posant des questions, faisant des offres, suggérant des collaborations. Certaines d'entre elles la connaissaient depuis des mois comme l'épouse de James Stonehaven, mais maintenant elle la voyait. L'une se pencha et demanda avec un sourire ironique. « Qu'est-ce qui vous a poussé à recommencer à créer ?» Sophia sourit, les yeux brillants d'une lueur plus profonde que la défiance. « J'avais besoin de me souvenir de qui j'étais avant de devenir l'idée que quelqu'un d'autre avait de moi. » Cette phrase se propagea dans le groupe comme un tintement de cloche. James l'entendit aussi. Elle résonna dans ses côtes comme une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était différent. Lourd, mais pas froid. Elle regardait par la fenêtre. Il regardait ses mains. Les mêmes mains qu'il avait autrefois touchées avec hésitation, se déplaçaient maintenant dans le monde avec conviction. « Vous étiez remarquable ce soir, dit-il enfin. »« Merci, répondit-elle. » Il s'arrêta. « Je n'avais pas réalisé, » elle se tourna vers lui. « Pas réalisé quoi ? Que j'avais ça en moi ?» Elle haussa un sourcil. « Ou que je n'avais pas besoin de vous pour le trouver. » Il tressaillit, juste légèrement, mais assez. Le reste du trajet se passa en silence. Lorsqu'ils rentrèrent à la propriété, elle marcha devant, ne l'attendant pas. Dans le couloir sombre, elle s'arrêta un instant, se retournant. « Vous m'avez dit un jour que vous ne changiez pas les règles, » dit-elle. « Mais je pense que vous n'avez jamais su à quel point les règles ne s'appliquaient pas à moi. » Puis elle disparut dans le couloir. James resta seul, son cœur résonnant du bruit de ses pas, incertain si l'admiration qu'il ressentait maintenant était arrivée trop tard. La maison était calme lorsque Sophia revint de la galerie. Pas le silence froid et résonnant qui avait autrefois hanté la propriété Stonehaven, mais un silence chargé, en attente, comme l'air avant une tempête, ou le calme entre deux battements de cœur.
Elle traversa le couloir de marbre avec des pas mesurés, les talons cliquant doucement, ses doigts effleurant le bois sculpté de la rampe, comme pour s'ancrer dans quelque chose de réel. Sa robe conservait encore la chaleur des lumières qui l'avaient illuminée sur le sol de la galerie. Son pouls résonnait encore des applaudissements, mais ce n'était pas de la fierté qui pulsait dans sa poitrine maintenant. C'était de la clarté. Elle avait parlé en tant qu'elle-même, et le monde avait écouté, et James avait regardé. Sophia entra dans son salon, retira les épingles de ses cheveux, et les laissa tomber autour de ses épaules. Elle ne se précipita pas pour retirer la robe de soie noire. Elle voulait ressentir chaque instant de cette nouvelle version d'elle-même. La version qui n'attendait plus, ne demandait plus. Elle se versa un verre d'eau, marcha jusqu'à la fenêtre, et regarda dans le jardin. La lumière de la lune scintillait contre le lierre et le dôme de verre au-dessus de la serre, où ses mains avaient retrouvé la vie. Pour la première fois depuis leur nuit de noces, elle sentit quelque chose remuer profondément dans sa poitrine. Pas du désir, mais du calme, pas de la solitude, mais de l'anticipation. Un coup retentit à la porte. Elle n'avait pas besoin de demander qui c'était. « Entrez », dit-elle doucement. La porte s'ouvrit lentement, et James entra, toujours dans son costume sur mesure, la cravate légèrement desserrée. Son masque de la galerie, celui qu'il portait si souvent dans les salles de réunion et les fonctions sociales, avait disparu. Il semblait fatigué, pas physiquement, émotionnellement. Dépouillé. « Salut », dit-il. « Salut », répondit-elle, le ton indéchiffrable. Il entra et ferma doucement la porte derrière lui, comme s'il craignait que le bruit brise l'air fragile entre eux. « Je n'arrivais pas à dormir », dit-il, la voix basse. Elle ne bougea pas. « Ça fait deux. » Il hocha lentement la tête, puis ajouta, « Je vous ai vu ce soir. » Elle haussa un sourcil. « Vous m'avez vu tous les jours pendant des mois. »« Pas comme ça, » dit-il. « Pas avec les yeux ouverts. » Elle inclina légèrement la tête, curieuse, attendant. James prit une inspiration et traversa la pièce, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Vous étiez brillante, Sophia. Pas seulement belle, pas seulement posée, vous étiez puissante. J'ai passé ma vie entourée de gens qui veulent quelque chose de moi. Et ce soir, j'ai réalisé que j'ai passé des mois marié à quelqu'un qui n'a jamais rien demandé et qui m'a donné tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. » Sa gorge se serra. Il continua, la voix plus douce maintenant. « J'ai construit toute cette vie autour du contrôle, de la logique. Je pensais que si je gardais tout en ordre, rien ne pourrait me faire mal. Je pensais que l'amour était une distraction, que la vulnérabilité était une faiblesse. Mais ensuite, vous êtes arrivé. » Elle ne dit rien. Il fit un pas de plus, et soudain, le silence commença à ressembler à une punition. « J'ai essayé de vous repousser, » admit-il. « J'ai essayé de me convaincre que ce qui s'est passé cette nuit-là, la première nuit, n'était qu'une erreur. Que je pouvais redevenir l'homme qui ne ressentait rien. Et ça a marché ?» demanda-t-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Il secoua lentement la tête. « Non, ça m'a brisé. » Les mots atterrirent entre eux comme une confession. Il s'approcha maintenant, à seulement quelques centimètres, sa voix tremblante. « Je ne sais pas à quoi ça doit ressembler. Je n'ai pas les réponses, mais je sais que je ne veux pas continuer à faire semblant que vous n'êtes qu'une partie d'un contrat. Je vous vois, Sophia. Je vois votre feu, votre force, votre cœur. Et si vous me laissez, je veux être là où vous êtes. » Son souffle se bloqua. « Ce soir, » dit-il, la voix se brisant, « je ne veux pas dormir seul, pas parce que j'ai besoin de réconfort, mais parce que je veux vous choisir pleinement, sans règles, sans peur. » Il tendit la main. Pas de pression, juste une invitation. Elle la regarda longtemps, la même main qui avait autrefois tenu un stylo et l'avait entraînée dans une vie d'accords froids. Mais ce soir, elle offrait autre chose. La confiance. Elle la prit, leurs doigts s'entrelacèrent, et la pièce expira avec eux. Il la conduisit doucement vers la chambre. Pas d'urgence, pas de hâte. Il l'aida à retirer la robe comme s'il déballait quelque chose de sacré. Ses mains révérencieuses, sont touchées sans hâte. Elle défit les boutons de sa chemise, ses doigts effleurant la cicatrice près de son épaule, une qu'elle n'avait jamais interrogée auparavant. Il la laissa la toucher, le laissa le voir, vraiment le voir pour la première fois. Ils se déplacèrent ensemble lentement, pas comme des étrangers, pas comme des amants d'un contrat, mais comme deux personnes ôtant la dernière couche d'armure. Lorsqu'il l'embrassa, ce n'était ni hésitant comme avant, ni désespéré non plus. C'était calme et profond, une sorte de retour à la maison. Ses lèvres tracèrent le chemin de sa tempe à sa clavicule, comme s'il mémorisait une prière. Il murmura son nom une fois, comme un vœu, et elle répondit par un toucher qui disait « Je suis là ». Ils ne parlèrent pas beaucoup après, se contentant de respirer l'un l'autre. Silence partagé, espace partagé. Après, ils restèrent enlacés sous les draps, sa tête reposant sur sa poitrine, sa main traçant de doux cercles sur son dos. La lumière de la lune projetait des ombres douces à travers la pièce.
Il brisa le silence en premier. Regrettez-vous quoi que ce soit? Elle leva les yeux, scrutant les siens. Non, dit-elle. Pas même les pires moments, parce qu'ils nous ont menés ici. Il embrassa son front, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle le sentit expirer pleinement, comme si 1000 chaînes invisibles étaient enfin tombées. Dehors, le vent agitait le lierre sur les fenêtres. À l'intérieur, pour la première fois, deux personnes, autrefois liées par le devoir, avaient trouvé quelque chose qui ne pouvait être écrit dans aucun accord, un commencement. Mais même dans cette quiétude, une question demeurait, non dite, mais persistante entre leurs corps. L'amour suffirait-il lorsque le reste du monde viendrait frapper à la porte? Les jours qui suivirent leur deuxième nuit ensemble se déroulèrent comme des pétales au printemps, calmes, délibérés, inattendus. Pas de grandes déclarations, pas de feux d'artifice, juste le dénouement tranquille de deux âmes qui avaient enfin baissé leur garde. Sophia se réveilla le lendemain matin dans les bras de James, pas dans un palais de doute, mais dans la quiétude de quelque chose de réel. Il ne se précipita pas pour quitter le lit. Il ne se replia pas dans le silence. Il resta. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il l'observait déjà, sa main écartant une mèche de cheveux de sa joue comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Bonjour », murmura-t-il. Elle sourit. Ça l'est. Ils prirent le petit déjeuner ensemble pour la première fois sans prétention. Pas à travers une longue table de salle à manger comme des étrangers, mais dans la petite véranda au bout du couloiret. Il fit du café. Elle fit des toasts. Il eut des moments maladroits. James n'avait aucune idée de comment faire fonctionner le grille-pain antique, mais ils rirent. Vraiment rire. Cela semblait domestique, réel, et James, l'homme qui orchestrait autrefois chaque instant de sa vie comme un échiquier, commença à lâcher prise. Il annula 2 réunions ce jour-là, l'emmena se promener sur les sentiers du vignoble à la lisière de la propriété, une partie de la propriété qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Alors qu'il marchait parmi les vignes, il posa des questions sur ses créations. Pas des curiosités polies, de vraies questions. « Qu'est-ce qui inspire la forme de vos pendentifs » demanda-t-il, sincèrement. Elle sourit. L'émotion. Parfois le chagrin, parfois la joie, parfois le silence. Il la regarda avec quelque chose entre l'admiration et la culpabilité. « J'aurais aimé le savoir plus tôt. »« Vous ne vouliez pas savoir, dit-elle, pas avec amertume, mais avec vérité. » Et il hocha la tête, l'acceptant. Ce soir-là, elle l'invita dans son monde. Elle l'amena dans la serre. Son lieu sacré, lui montra le carnet de croquis qu'elle avait caché pendant des mois, les pièces d'essai qui n'avaient jamais été portées, le collier qu'elle avait fabriqué la nuit après qu'il l'avait laissée froide, une branche d'argent fragile tordue en boucle intitulée « Excuse inachevée ». Il le tint dans sa main, sans voix. « Je n'avais pas réalisé que j'étais une partie de votre travail, dit-il. »« Vous en avez toujours fait partie, » répondit-elle. « Même quand vous n'étiez pas là. » Il la regarda, une tristesse silencieuse dans les yeux, puis posa le collier et embrassa l'intérieur de son poignet lentement, délibérément, comme s'il s'excusait sans mots. À partir de ce jour, quelque chose de fondamental changea. James commença à travailler de la maison plus souvent. Il déplaça ses réunions en fin d'après-midi pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec elle le matin. Il s'assit à côté d'elle dans la serre parfois, sans parler, juste en existant dans son espace. Il commença même à dessiner une fois, maladroitement. Elle rit quand il lui montra son dessin tordu et maladroit d'un bracelet, mais il sourit quand même. « Je conçois une pièce pour ma femme terrifiante, dit-il. » Elle haussa un sourcil. « Terrifiante ?» Il sourit. « Vous me terrifiez de toutes les bonnes manières. » Il n'était pas parfait. Il apprenait encore à être vulnérable. Parfois, elle le surprenait à se replier dans le silence, surtout lorsque le monde extérieur exigeait à nouveau son armure. Mais la différence maintenant était qu'il revenait toujours, et elle attendait toujours. Ensemble, ils créèrent de nouveaux rituels. Des promenades à minuit dans le jardin, lire sur le même canapé, les pieds entremêlés sous une couverture partagée, du vin tard le soir et de vieux disques, des blagues internes, elle fredonnant pendant qu'elle travaillait, lui volant des baisers entre les appels téléphoniques. Un après-midi, elle le surprit à fixer un tableau au-dessus de la cheminée dans le couloir principal. Une pièce sombre et morose remplie de nuages d'orage et d'un seul oiseau argenté en vol. « J'ai toujours détesté ce tableau, » murmura-t-il. « Alors enlevez-le, » répondit-elle. Il la regarda, presque surpris. « Je pensais qu'il devait rester. C'est une partie de l'héritage Stonehaven. » Elle sourit doucement. « Les héritages peuvent être réécrits. » Il fixa le tableau encore un long moment, puis le décrocha. À sa place, ils accrochèrent l'un de ses croquis, un dessin au crayon brut de 2 arbres poussant l'un vers l'autre, leurs racines entrelacées sous la terre. Elle l'intitula Devenir. C'était une rébellion silencieuse, une petite révolution. Mais pour James, c'était tout. Plus tard cette semaine-là, lors d'un dîner du conseil, Sophia arriva à son bras, non comme un accessoire silencieux,
mais comme une femme que la salle respectait. Eleanor la présenta comme l'artiste derrière Lumière de l'âme, et chaque conversation qui suivit portait sur son travail, sa vision, sa marque grandissante. James n'interrompit pas. Il ne corrigea pas. Il ne fit pas d'ombre. Il la regarda simplement avec fierté. Quand le dîner se termina, il prit sa main et pressa un baiser sur ses jointures devant tout le monde. C'était subtil, mais le message était fort. Ce soir-là, de retour à la propriété, ils se blottirent sur le canapé, pieds nus, sirotant du thé au lieu de champagne. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement d'un cœur qui semblait autrefois hors de portée. Il passa ses doigts dans ses cheveux et murmura « Pensez-vous qu'il est possible de tomber amoureux de la même personne plusieurs fois ?» Elle leva la tête et rencontra son regard. « Je pense que nous tombons encore. » Il sourit. Pas celui qu'il portait dans les salles de réunion, mais celui qu'elle avait appris à chérir. Celui qui n'apparaissait que lorsqu'il ne regardait pas. « Je pensais que l'amour rendait faible, dit-il. Maintenant, je pense que c'est être la seule chose qui nous rend forts. » Ils restèrent là, enveloppés d'une chaleur silencieuse. Pas de contrat, pas de règles, juste deux personnes découvrant ce que cela signifiait d'être choisies. Pas par obligation, mais du plus profond d'elles-mêmes. Mais aucun d'eux ne savait que dehors, au-delà des murs de leur sanctuaire, de nouvelles ombres se formaient. De vieux fantômes, des secrets de famille, et un nom que Sophia n'avait pas entendu depuis des années allait bientôt réapparaître. Le premier véritable défi ne vint pas du monde extérieur. Il vint de l'intérieur de la famille. L'invitation était adressée avec le genre de calligraphie qui ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Elizabeth Stonehaven, la tante de James, la matriarche de la famille, et la gardienne autoproclamée de l'héritage et de la bienséance. Veuve sans enfant mais avec beaucoup d'opinions, elle vivait dans une maison de ville en marbre dans l'Upper East Side, entourée de portraits à l'huile, de porcelaine fine et d'un sentiment de supériorité impossible à ignorer. Dîner, samedi, 8 heures précises, tenue formelle. Pas de signature, juste un ordre. Sophia n'avait rencontré Elizabeth qu'une fois, brièvement lors de la cérémonie de mariage. La femme avait hoché la tête en silence, les yeux la scrutant comme une œuvre d'art dont elle n'était pas tout à fait sûre de l'authenticité. Depuis, pas un mot. James tenait l'invitation dans sa main, le front plissé. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller, dit-il. » Sophia la prit de sa main et la relut. « Si, je dois y aller. » Il la regarda. « Elle n'est pas facile. Je ne suis pas fragile. » Une pause. Puis il hocha la tête. Ils arrivèrent à la maison de ville ce samedi, accueillis à la porte par un majordome en noir amidonné. Sophia portait du bleu marine cette fois, une ligne haute classique, des manches longues, élégantes sans être ostentatoire. Autour de son cou, elle portait sa dernière création, un collier de fils d'or et de grenats entrelacés, subtil mais fort, un design qu'elle appelait enraciné. Le message n'était pas pour la mode. C'était une armure. À l'intérieur, la maison sentait le bois poli et l'argent vieilli. La salle à manger était éclairée par un lustre plus vieux que la plupart des pays. Elizabeth se tenait en bout de table, un verre de Porto à la main, ses cheveux argentés tirés en un chignon parfait. « James, dit-elle froidement. Vous êtes en retard. »« Nous sommes à l'heure, » répondit-il, s'avançant. Elle se tourna vers Sophia. « Ma chère, dit-elle, la voix bordée de velours et de couteaux. Comme vous semblez artistique. » Sophia sourit poliment. « Merci. C'est le but. » Le dîner commença par une conversation guindée. La table était longue, couverte de cristal et de porcelaine blanche comme l'os. Quelques autres invités avaient été conviés, des membres éloignés de la famille, des cousins, un ambassadeur à la retraite. Tous habillés en ton de gris, sirotant le vin comme s'il s'agissait d'un sacrement. Et tous observaient Sophia. Certains posaient des questions, polies, calculées. « Donc, les bijoux, c'est un hobby ou une distraction? J'ai entendu dire que vous viviez dans un vignoble. Était-ce terriblement rustique? Est-il difficile de s'adapter à ce niveau de société ?» Chaque mot était trempé de civilité, mais Sophia entendait le sous-texte. « Vous n'êtes pas à votre place ici. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous êtes une étrangère avec de jolies pierres. » Elle répondit avec grâce, humour, intelligence. Mais Elizabeth ne sourit jamais. Elle se contentait d'observer, sirotant son vin avec une lente précision. Et puis cela arriva. Pendant le dessert, des poires pochées, et le silence, Elizabeth posa sa fourchette et regarda directement Sophia. « J'imagine que cela a été une transformation de devenir Madame James Stonehaven. » Sophia hocha lentement la tête. « À bien des égards, oui, mais je ne suis pas devenue quelqu'un d'autre, juste davantage moi-même. » Elizabeth inclina la tête. Cela pourrait être la chose la plus dangereuse qu'une femme puisse dire dans une pièce comme celle-ci. Le silence suivit, vif, tendu. Puis vint une voix basse, ferme, inébranlable. « Elle n'est pas dangereuse, dit James. Elle est exceptionnelle.
Tous les regards se tournèrent vers lui. Elisabeth haussa un sourcil. Oh! Il posa son verre et se pencha légèrement en avant. Sophia n'a pas épousé cette famille pour le privilège. Elle n'a pas changé son nom pour gagner un accès. Elle s'est comportée dans chaque pièce où je l'ai vue entrer avec plus d'élégance, de retenue et d'intégrité que la plupart des gens assis à cette table. Un silence tomba sur la pièce. Il continua. Elle a construit quelque chose de ses propres mains. Elle a créé une marque qui parle d'émotion et de sens, et elle a fait tout cela sans demander d'approbation. Ce n'est pas dangereux, tante Elisabeth. C'est admirable. Les lèvres d'Elisabeth se pressèrent en une fine ligne. James se tourna alors vers Sophia, doucement, comme si elle était la seule dans la pièce. Je l'ai épousée parce qu'elle me défie, parce qu'elle me rappelle tout ce que je ne savais pas qu'il me manquait, et parce que chaque jour, je suis fier de me tenir à ses côtés. Le cœur de Sophia se serra, pas parce qu'il l'avait défendue, mais parce qu'il l'avait fait publiquement, sans hésiter, dans une pièce où le silence était une monnaie et la fierté rarement exprimée à voix haute. Elisabeth ne dit rien, mais le reste de la table changea. Un cousin offrit un sourire hésitant. Un autre demanda des nouvelles de sa prochaine collection. Lentement, la marée tourna, peut-être pas par affection, mais par respect. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et la récupération des manteaux, Elisabeth s'approcha de Sophia près de la cheminée. « Vous êtes plus forte que vous n'en avez l'air, dit-elle doucement. J'ai dû l'être. Elisabeth hocha la tête une fois. Assurez-vous qu'ils s'en souviennent. Et sur ce, elle s'éloigna. Dans la voiture sur le chemin du retour, Sophia resta silencieuse un moment, puis se tourna vers James. Pourquoi avez-vous dit tout cela? Il lui jeta un coup d'œil, puis reporta son regard sur la route. Parce que j'aurais dû le dire il y a longtemps. Elle tendit la main vers la sienne, entrelaqua ses doigts avec les siens, et dans ce petit geste sous le ciel nocturne, ils scellèrent une nouvelle sorte de promesse, non pas en encre, non pas en cérémonie, mais en action. Ils avaient affronté le feu et en étaient sortis côte à côte. Mais le monde n'en avait pas fini de les mettre à l'épreuve. Au-delà des lumières de la ville, une enveloppe reposait sur le vieux bureau de Sophia au vignoble, non ouverte, portant un nom qu'elle pensait ne plus jamais revoir, et elle apporterait avec elle une vérité qui pourrait tout changer. La première boutique à appeler fut à Manhattan. Puis vint celle de Paris. Ensuite, une lettre manuscrite discrète d'un propriétaire de galerie à Londres qui avait vu son travail en ligne et voulait commander une série exclusive inspirée par le chagrin et la Renaissance. Chaque message arrivait comme un murmure, non pas d'agents d'entreprise, mais d'artistes, de conservateurs et de collectionneurs qui parlaient le même langage que Sophia, celui de l'âme. Elle n'avait jamais lancé de campagne formelle. Pas de branding clinquant, juste ces pièces photographiées sous une lumière naturelle, partagées discrètement par les femmes qui les portaient. Eleanor Ramsey posta une photo sur ses réseaux sociaux, un gros plan d'un bracelet en or rose enroulé autour de son poignet avec la légende « Parfois, la force est silencieuse ». En quelques heures, les messages affluèrent. Sophia ne pouvait plus suivre seule. Au début, elle résista à l'idée d'expansion. Elle ne voulait pas que son art devienne mécanique. Elle craignait que la croissance ne dilue l'honnêteté de ce qu'elle créait. Mais James, qui autrefois avait essayé de la gérer, ne donna pas de conseils. Il ne poussa pas. Il dit seulement « De quoi avez-vous besoin pour protéger ce que vous avez construit ?» Cette question changea tout. Parce que maintenant, elle avait le choix. Elle engagea 3 artisans, des femmes qu'elle forma personnellement dans la serre. Elle refusa d'externaliser. Chaque pièce serait toujours touchée par des mains humaines. Chaque design resterait ancré dans l'émotion. Elle nomma sa marque Lumière de l'âme, d'après le carnet de croquis qu'il avait autrefois sauvé du silence, et le monde répondit. La collection fut présentée à Paris lors d'une exposition privée à laquelle assistèrent des artistes, des écrivains, des musiciens, pas seulement des initiés de la mode. Les pièces se vendirent en quelques jours, les critiques décrivaient son style comme un luxe introspectif, un design qui n'était pas seulement vu, mais ressenti. Elle fut invitée à parler dans des panels sur l'intégrité créative. Vogue l'appela la tempête silencieuse, redéfinissant l'art portable. Un musée à San Francisco demanda à exposer ses premières œuvres dans une exposition intitulée « De l'émergence du silence à l'étincelle ». Mais pour Sophia, le véritable succès n'était pas sur papier. C'était dans les lettres manuscrites de femmes du monde entier. Des survivantes, des veuves, de jeunes artistes. Une jeune fille du Brésil écrivit « Votre collier m'a fait sentir que je n'étais pas seule, comme si quelqu'un avait capturé ce que je ne pouvais pas dire. » C'était la monnaie qui comptait pour Sophia. Et James, il observa tout cela se dérouler avec une fierté si profonde qu'elle le surprit. Il ne plana pas, ne s'attribua aucun crédit. Il apporta du café pendant ses réunions, lui tint la main avant chaque prise de parole, s'assit au dernier rang avec des yeux calmes et un demi-sourire chaque fois qu'elle était sous les projecteurs. Une nuit, après l'ouverture d'une boutique à Londres, ils se promenèrent dans Hyde Park sous une bruine de brouillard et de lumière de réverbère.
Sofia avait retiré ses talons, marchant pieds nus sur l'herbe humide, tenant ses chaussures dans une main. « Est-ce que le vignoble vous manque parfois » demanda-t-il doucement. Elle le regarda un moment, pensive. « Non, je le porte en moi. » Il hocha la tête. « Vous savez, les gens pensent que j'ai construit un empire. »« Vous l'avez fait, » dit-elle doucement. « Mais ça n'a jamais semblé être le mien. Pas jusqu'à maintenant. Pas jusqu'à ce que je vous vois construire quelque chose avec rien d'autre que votre vérité. » Elle tendit la main vers la sienne. « Alors peut-être que nous construisons quelque chose de nouveau tous les deux, murmura-t-elle. À la fin de cette année-là, Lumière de l'âme avait ouvert des boutiques phares à Manhattan, Paris et Tokyo. Chaque boutique était conçue comme un sanctuaire. Lumière douce, bois chaud, miroir encadré de laiton, et une salle de lecture silencieuse où les visiteurs pouvaient écrire des lettres à eux-mêmes avant d'acheter une pièce. Ces créations restaient brutes, intimes, mais portaient désormais la voix d'une femme qui avait été brisée et reconstruite. Pas seulement par l'amour, mais par la création, par le choix, par le courage d'entrer dans son propre nom. Lors d'un gala célébrant les artistes de moins de 40 ans, Sofia fut honorée d'un prix d'impact à vie. Elle portait une robe rouge sombre et une pièce de sa toute première collection, un simple pendentif en argent intitulé « Recommencer ». Lorsqu'elle monta sur scène, la salle se leva. Pas par politesse, par révérence. Elle regarda dans la foule et trouva James près du fond. Il n'était pas en smoking. Il n'était pas là en tant que PDG. Il se tenait aux côtés de ses artisans, applaudissant comme un homme qui savait exactement ce que signifiait voir quelqu'un renaître de ses cendres. Elle s'approcha du micro, s'éclaircit la gorge et dit « Je pensais autrefois que la valeur venait du fait d'être vue. Puis j'ai réalisé qu'elle venait du fait de se voir soi-même. Chaque pièce que je crée est un fragment d'une vie dont je n'étais pas sûr de survivre. Mais me voici, et nous voici. Lumière de l'âme n'a jamais été seulement une question de bijoux. C'est une question de mémoire, d'émotion, et de la vérité que même les voix les plus silencieuses ont quelque chose de puissant à dire. » Des applaudissements tonitruants suivirent. Cette nuit-là, de retour dans leurs pentoses surplombant la ville, Sofia se tenait sur le balcon, encore pieds nus, les cheveux défaits par le vent. James la rejoignit, enroulant un bras autour de sa taille. « Vous sembliez inarrêtable ce soir, » dit-il. Elle se pencha contre lui. « Je n'avais pas besoin d'être inarrêtable, juste honnête. » Il se tourna vers elle, tenant son visage entre ses deux mains. « J'espère que vous savez, » dit-il doucement, « qu'être aimé par vous, regardez-vous devenir celle que vous étiez toujours destinée à être, a été l'honneur le plus humble de ma vie. » Elle sourit, ses yeux scintillants. « Et être vue par vous, » répondit-elle, sans avoir besoin de me réduire, a été le mien. Ils s'embrassèrent sous les lumières de la ville, et quelque part en eux, ils savaient tous les deux. Le contrat qui les liait autrefois avait été déchiré. Ce qui restait n'était pas une obligation. C'était de la dévotion. Mais la vie avait un dernier chapitre à écrire, un chapitre non pas de succès, mais d'héritage, et il commencerait dans les collines de Toscane, où les promesses autrefois murmurées sous les étoiles prendraient enfin racine dans le sol. La villa en Toscane n'était pas grandiose. Pas de marbre, de verre ou d'opulence. C'étaient des oliviers et du soleil, des toits en terre cuite, un jardin qui poussait sauvagement à dessein, un endroit où le silence ressemblait à une couverture, pas à une punition. Ils achetèrent la propriété 5 ans après la première ouverture de la galerie. Après que Lumière de l'âme était devenue un nom connu dans des villes que Sofia n'avait même jamais visitées. Après que James avait restructuré toute son entreprise pour laisser de la place non seulement à eux, mais à la respiration, à la vie. Ici, le monde ne frappait pas à leur porte. Pas de caméra, pas de dîner formel, juste eux, et les jumeaux, un garçon et une fille, Nico et Lila, nés par un matin de printemps tranquille à Florence. L'infirmière avait dit « Vous êtes déjà une famille d'équilibre. » L'un avec le calme silencieux de James, l'autre avec le feu curieux et brillant de Sofia. Maintenant âgés de 6 ans, ils couraient pieds nus dans le jardin, leur rire résonnant contre les murs de pierre. Lila portait l'un des premiers colliers de Sofia attaché avec un ruban autour de son poignet comme un charme. Nico s'était mis à construire des sculptures miniatures avec des branches d'olivier et des pierres, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'installations. Sofia les observait depuis la véranda, une tasse de thé chaude dans les mains, ses cheveux lâchement balayés sur une épaule, touchés par des rayons de soleil et du temps. James sortit à côté d'elle, pieds nus, portant du lin et de la paix. Il glissa un bras autour de sa taille. « Ils sont trop calmes, » murmura-t-il. « Ce qui signifie qu'ils préparent quelque chose, » sourit-elle. Il embrassa sa tempe, puis regarda à travers le vignoble, pas si différent de celui où elle avait grandi. Il était plus petit ici, plus lent. Les vignes s'enroulaient paresseusement le long de treillis en bois caressés par l'air toscane. C'était l'endroit qu'ils avaient choisi pour recommencer, et ce soir, il fêtait 15 ans. Pas depuis le mariage, mais depuis la nuit où tout avait changé. Depuis la nuit où il avait brisé ses propres règles. Il n'y avait pas de fête formelle, pas de grands gestes,
Juste un dîner sous le figuier, des bougies dans de vieilles bouteilles de vin, de la musique s'échappant d'un vieux tourne-disque, les enfants endormis, le parfum de la lavande dans la brise. Sophia portait une robe blanche douce, sans chaussures. Autour de son cou pendait recommencé, le même pendentif qu'elle avait porté lors de sa première cérémonie de remise de prix, maintenant légèrement usé, mais plus significatif que jamais. James versa le dernier vin dans leur verre et s'assit en face d'elle. Ils ne parlèrent pas au début. Il n'en avait pas besoin. Il l'observa à la lumière des bougies, la manière dont ses yeux scintillaient alors qu'elle regardait les collines sombres. Elle était plus âgée maintenant. Lui aussi. Mais il y avait une richesse dans sa présence, le genre qui ne s'effaçait pas avec le temps, seulement s'approfondissait. Enfin, il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit, un morceau de papier. Elle haussa un sourcil. Un autre contrat? Il sourit, le lui tendit. Ce n'était pas du parchemin légal, juste une page déchirée de l'un de ses carnets de croquis. Dessus, de son écriture. Moi, James Stonehaven, m'engage à passer le reste de ma vie à faire ce qui suit. T'aimer bruyamment quand tu en as besoin, doucement quand tu n'en as pas besoin, soutenir ton feu, protéger ton silence, et me souvenir toujours que tu n'as jamais été mienne à contrôler, seulement mienne à chérir. Ses yeux se remplirent. Elle le regarda, sans voix, puis plia le papier et le pressa contre sa poitrine. « J'accepte, murmura-t-elle. Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. Pas d'avocat cette fois. Pas de clause, dit-elle. Pas de date de fin, ajouta-t-il. Ils se levèrent ensemble, marchant vers le bord de la terrasse où les collines embrassaient l'horizon. Le soleil avait presque disparu, juste une lueur de feu à travers le ciel. James la tira doucement dans ses bras, et pendant un long moment, ils restèrent en silence. Puis il dit, à peine audible, « Tu es mon vrai contrat, Sophia. » Pas écrit en encre, mais dans le temps, dans les moments, dans tout ce qui venait après que les règles se soient brisées. Elle se pencha contre lui, sa tête contre sa poitrine, et ce contrat, conclut-il, dura pour toujours. Ils s'embrassèrent sous le ciel toscane, pas comme des amants désespérés de commencer, mais comme des âmes sœurs qui avaient déjà traversé la tempête et trouvé un abri l'un dans l'autre. Derrière eux, le vent bruissait à travers les vignes. Devant eux, l'éternité s'étendait, large et dorée. Et au milieu, il y avait l'amour, calme, profond, inébranlable. Tout amour ne commence pas par un « je t'aime ». Certains commencent par le silence, la distance, un contrat signé par peur, pas par désir. Mais quand deux âmes sont destinées à se rencontrer, aucune règle, aucune fierté, aucun temps ne peut se dresser sur leur chemin. Sophia et James ont prouvé que le véritable amour ne vient pas de la perfection, mais du courage de se mettre à nu émotionnellement, d'aimer avec des défauts, de recommencer, même quand tout semble brisé.